Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Au sommaire, dans notre dossier du jour, focus sur la ville de Saint-Louis au Sénégal. Située à moins de 300 km de Dakar, la capitale, Saint-Louis est un haut lieu touristique. Aujourd'hui, les autorités municipales souhaitent développer davantage d'activités. Elles misent désormais sur le sport. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau Abderrahmane Djidiawara. Vous êtes expert en politique de la ville. Bienvenue. En troisième partie, le dossier de l'économie. Ouverture ce lundi de la deuxième édition de l'Africa CEO Forum à Genève, en Suisse. Plus de 600 chefs d'entreprise ont participé à l'événement. Et enfin, en Côte d'Ivoire, levée obligataire record sur le marché de l'UMOA. Sur les 250 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien souhaitait réunir, il aura récolté au final 265 milliards de francs CFA. Nous aborderons ces points avec nos éditorialistes qui sont parmi nous. Djemal Taleb, bienvenue. Merci. Bienvenue également à Lucien Pambou. Bonsoir Khadija et saluons tout le monde en Afrique et dans le monde. L'actualité sur le continent, c'est la modification de calendrier électoral en Guinée. En Guinée, les accords du 3 juillet 2013 entre le gouvernement et l'opposition prévoyaient l'organisation des élections communales et communautaires durant le premier trimestre 2014. Toutefois, le calendrier ne pourra pas être respecté. La Commission électorale nationale indépendante explique ce retard par des défaillances enregistrées sur le fichier électoral. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Programmé pour le premier trimestre de 2014 selon les accords du 3 juillet 2013 établis par les acteurs politiques, sous la médiation de la communauté internationale, les élections communales et communautaires n'auront pas lieu avant fin mars en Guinée. À quelques semaines de la fin du premier trimestre de l'année, aucune date n'est encore annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Les commissaires de la CENI travaillent sur un certain nombre de projets. Ce n'est pas une volonté systématique de reculer, de ne pas respecter les dates qui nous animent, non. Dans les jours à venir, nous allons inviter tous les partis politiques qui veulent aller aux élections communales, à les inviter pour créer ensemble un cadre de concertation. À l'issue de cette première phase, nous leur présenterons le résultat des travaux des différentes commissions, notamment les plans d'action qu'on a mis en place, les projets de chronogramme. Nous allons également leur proposer une démarche pour corriger toutes les insuffisances au niveau du fichier électoral. Ce fichier électoral a longtemps divisé les acteurs politiques guinéens. Des électeurs seraient recensés avec récépissé mais sans carte. Des bureaux de vote ont souvent été très distants des électeurs en zone rurale, par exemple, dénoncés par la majorité des partis politiques lors des dernières élections législatives. Ces anomalies ont conduit les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante à une retraite en février à Kindia, une ville de l'intérieur du pays. Le rapport des travaux sera rendu public dans les jours à venir, pendant que ces arguments de la CENI divisent les acteurs politiques. Le RPG nous a habitués à faire en sorte que des retards soient pris pour qu'à la dernière minute, dans la précipitation, on puisse organiser des élections dont vous n'avez plus la maîtrise. La CENI que nous avons saisie dit qu'elle n'a pas d'argent et la seule solution que nous avons, c'est qu'au cours de la rentrée parlementaire, de la session des lois début avril, je pense que c'est la première question que nous allons poser. L'année 2013 a été une année très agitée. Il y a eu suffisamment de marches organisées par le collectif de l'opposition, ce qui fait que ça s'est traduit en fin de compte par une moins-value au niveau des recettes de l'État. Est-ce que c'est cela qui explique ce retard dans la mise en œuvre de ce chronogramme? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de devenir une démocratie. 304 communes rurales et 38 communes urbaines seront concernées par ces élections. Chacune d'elles est considérée comme circonscription électorale. Des candidatures libres seront acceptées lors de ces élections communales et communautaires, dont le chronogramme sera en discussion dans les semaines à venir. Est-ce que nous sommes, Lucien, devant un risque d'une nouvelle crise politique en Guinée entre l'opposition et le gouvernement ?
Khadija, le fichier électoral en Guinée, c'est le véritable serpent de mer, mais c'est aussi le point de rencontre et d'alliance. Bon, vous avez un opposant traditionnel comme Lansana Kouyaté, l'ancien Premier ministre, qui ne participe à aucune institution, à aucun gouvernement, qui fustige justement ce fichier électoral et qui explique doctement en disant finalement que la Guinée, tant qu'elle n'aura pas résolu ce problème de fichier électoral, ne s'en sortira pas. Il faut espérer maintenant que quasiment 2 décennies sont écoulées, que la Guinée n'a pas eu de stabilité réelle, que l'on puisse voir ou percevoir globalement un peu le bout du tunnel. Sinon, on risque de retomber dans les errements des années passées. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, en fait, à ce, oui, bien sûr. Retard du fichier Absolument, électoral? il fallait s'y attendre. Dans la mesure, dans le dossier à un moment donné, vous avez un intervenant qui dit, M. Doumbouya par exemple, qui dit effectivement, non, c'était M. Sidia Touré, qui dit effectivement que le parti majoritaire gouvernemental, le RPG, nous a habitués justement à ce type d'acrobatie pour qu'en dernière position, en dernière minute, que l'on organise à la va-vite les élections. Bon, c'est normal, il est dans son rôle d'opposant. Mais non, ce qu'il faudrait en effet, c'est qu'on prenne acte de toutes ces erreurs et que finalement, on commence à installer progressivement la démocratie. Alors, vous avez parlé de Sidia Touré. Justement, Sidia Touré parle d'une question de moyens par rapport à la CENI. Est-ce que c'est surtout une question de défaillance du fichier électoral ou c'est plutôt une question de moyens? Il faut être à l'intérieur pour savoir. Que la question des moyens se pose dans un pays comme la Guinée, cela peut être absolument plausible. Je suis tout à fait étonné, pour le cas de la Guinée, mais au-delà de la Guinée, qu'on ne soit pas capable de coupler les élections. Ça coûte très cher des élections, ça coûte cher en Guinée, mais aussi ailleurs. Et donc l'idée de coupler, parce que la Guinée a vécu il n'y a pas longtemps des élections législatives, et donc l'idée de coupler les élections législatives aux élections communales pouvait avoir un sens. Un, ça amoindrit le coût. Deuxièmement, on sortirait donc de la situation de blocage actuelle. N'oublions pas que les élections législatives qui se sont déroulées se sont déroulées plus de 2 ans après leur durée normale. Et à cause de ce fichier électoral. Et à cause toujours du fichier électoral. Alors, évidemment, la question à laquelle je m'interroge tout de suite, c'est pourquoi ce qui était valable est possible pour les élections législatives ne l'a pas été pour les élections communales. Je n'ai pas de réponse parce que je ne connais pas de façon précise, technique, la situation du fichier électoral. Mais c'est une question qui se pose légitimement. Deuxièmement, c'est qu'on peut se dire, mais ça je pense que les Guinéens sont assez grands pour le penser, c'est que ce qui n'a les erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs qui avaient été pointées pendant les élections législatives. Et donc l'idée de dire, sortons de cela et organisons plutôt des conseils communaux élus dans des conditions de transparence et d'acceptabilité plus logiques, ça a aussi un sens. Cela dit, je suis moins d'accord avec Lucien, parce que la Guinée n'a pas connu beaucoup d'errements depuis que le président Alpha Condé est là, honnêtement, très sincèrement. On peut lui reprocher beaucoup de choses et je suis moi aussi lié à quelques individus de l'opposition. Mais alors, on a entendu M. Doumbouya dans le dossier dire que justement l'année 2013 avait été une année plutôt agitée en Guinée. Khadija, c'est toujours une question. Vous connaissez la phrase quand je me compare, je me console, quand je me regarde, je me désole. Si vous regardez la situation actuelle, on a probablement toutes les raisons de ne pas être très satisfait. Mais comparons avec le passé. N'oubliez pas d'où vient la Guinée, où elle va et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. C'est un pays où le calme est à peu près assuré. C'est un pays où les élections législatives, quel que soit le grief qu'on peut avoir quand l'organisation se sont déroulées, et c'est un pays qui est en train d'affronter, en tout cas bientôt, des élections communales dans des conditions satisfaisantes. Et puis c'est un pays où il n'y a plus de blocage, comme on l'a connu. La vie démocratique, d'opposition politique dans ce pays, elle n'est pas parfaite. Elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était. C'est tout, c'est juste une question de comparaison. Oui, sauf que, Jamal, effectivement, vous avez un certain nombre d'opposants historiques qui estiment en effet que le fichier électoral pose problème. Vous parlez de Lansana Kouyaté, mais il y en a d'autres qui sont réfugiés ici en France et qui estiment donc en effet ce que vous appelez les conditions à peu près normales pour ces opposants traditionnels. Les conditions ne sont pas complètement remplies. Voilà. On va passer à la suite. Les Nations Unies ont exhorté à la fois la communauté internationale et le gouvernement congolais à trouver des solutions pour la mise en place et le financement du processus désarmement, démobilisation et réinsertion le plus rapidement possible. Les responsables onusiens ont également déploré la lenteur de l'application de la réforme de la sécurité. Pourtant, le 23 octobre 2013, au siège même des Nations Unies, le président Joseph Kabila avait déclaré en faire une de ses priorités. Plus de détails avec Sandra Chiombo.
Nouvel élan de solidarité pour lutter contre le FDLR. Pour les membres du Conseil de sécurité, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit prendre des mesures concrètes pour assurer rapidement la mise en œuvre du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. Les développements positifs ne doivent pas occulter le fait que l'un des plus anciens groupes armés est toujours en fuite. Comme les 20 dernières années, le problème que nous avons, c'est la posture du gouvernement de la République démocratique du Congo, des Nations Unies et la MONUSCO envers le FDLR et les responsables du génocide. Lors du dernier trimestre de 2013, on nous a dit que les FDLR seraient dissous. Que s'est-il passé entre le moment où les promesses ont été faites et le prochain briefing? Personne ne le sait. Les Nations Unies souhaitent une réaction rapide de l'armée congolaise pour prendre la relève de la brigade d'intervention spéciale. Une première avancée sur les réformes de la police et du système judiciaire a toutefois été notée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, et nous l'avons toujours dit, n'a pas intérêt à pouvoir soutenir les FDLR. Car depuis les génocides rwandais et que les FDLR sont arrivés sur son territoire, et vous le savez très bien que les FDLR ne sont pas arrivés sur le territoire de la République démocratique du Congo sur la demande de la République démocratique du Congo, c'est parce que la République démocratique du Congo voulait se montrer hospitalière en accueillant la population rwandaise qui fouillait les génocides. C'est comme ça que ces génocidaires sont arrivés sur son territoire. Et aujourd'hui, ce problème devient un problème de la République démocratique du Congo qui doit tout le temps reprendre de cela. D'autres éléments alimentent les discussions en République démocratique du Congo, à savoir la présidentielle de 2016. La majorité au pouvoir propose la modification du mode de scrutin pour l'élection, un sujet dont elle débattra ce mercredi. Alors Lucien, faut-il s'étonner finalement de la présence toujours continue de groupes armés dans le Nord Kivu finalement? Parce que là, on sait très bien que la sécurité de toutes les façons dans cette région ne pourra pas être indéfiniment en tout cas assurée. Bien sûr Kadjidja, le dossier congolais de la RD Congo est un dossier piégeux et un dossier en fait truqué. C'est-à-dire que on a un ordre du jour, il s'agit de rétablir la sécurité, mais les acteurs dont le conflit, en effet, ont chacun un agenda spécifique. Pourquoi ils ont un agenda spécifique? Bon, la RD Congo estime effectivement de son bon droit que la communauté internationale doit lui venir en aide. Ça s'est vu à Goma, bien entendu, avec les forces de la MONUSCO, mais on voit très bien que ces forces sont globalement insuffisantes, et puis elles se retrouvent confrontées à un problème où la même communauté internationale, par la voix de M. Ban Ki-moon ou du Conseil de sécurité, on lui demande effectivement d'accélérer la désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Sur quelle base, sur quels critères? Et on se demande effectivement à quoi servent les interventions militaires finalement en Afrique, bien entendu. Voilà le premier acteur. Vous avez un deuxième acteur qui est le Rwanda. La problématique du Rwanda est tout à fait différente de celle de la République démocratique du Congo. Parce que depuis de tout temps, depuis que le Rwanda a amené le père Kabila, le père du président actuel, aux affaires, eh ben, le Rwanda estime que la République démocratique du Congo, c'est une sorte de territoire rwandais qui se poursuit, qui se continue, et qu'il doit influencer. Donc tous les prétextes sont globalement trouvés, bien entendu, pour mettre en accusation la République démocratique du Congo. Et puis, vous avez effectivement d'autres acteurs. Donc les milices elles-mêmes, elles tirent avantage des contradictions des différents acteurs pour continuer à installer l'insécurité. Donc, la communauté internationale peut dire ce qu'elle veut. J'ai bien peur que les intérêts économiques, les enjeux géopolitiques font que la combinaison de tous ces éléments vont retarder encore la sécurité. Il faut croire qu'elle reviendra un jour, mais quand? Djemal, vous ne partagez pas l'analyse de Lucien? Je vous ai vu sourire. Oh non, il faut la nuancer un peu. Lucien est un excellent et un fin connaisseur de la région, donc je ne peux absolument pas me comparer à lui. J'essaie. Je suis plus nuancé parce que le Rwanda poursuive les combattants du FDLR dans cette région, c'est à peu près légitime. Que le Rwanda se sente un devoir de regard sur la République démocratique du Congo dans ces conditions-là, c'est plus discutable. Mais les deux pays sont très liés. Les populations de part et d'autre sont à peu près les mêmes, il ne faut pas l'oublier. Mais nonobstant ce que dit Lucien, il y a un problème congolo-congolais qu'il faut régler.
c'est la question d'IRDD, donc réinsertion et démobilisation des armements. C'est un problème congolo-congolais dans lequel la communauté internationale a dépensé un argent incroyable. Les Européens, les Nations Unies, les Congolais eux-mêmes un peu, pour peu qu'ils aient un peu d'argent. Et donc, il y a un problème congolo-congolais de sécurité dans la région qui n'est pas stabilisé. Et puis, mais est-ce que c'est véritablement réalisable quand on sait le nombre en tout cas, de groupes armés qui agissent dans la région? Et cela pose donc une deuxième question, c'est est-ce que les autorités centrales de Kinshasa ont la possibilité de contrôler, sécuriser un pays de cette taille, de cette importance? Et donc, c'est un problème qui se pose au Congo, mais il se pose au Nigeria, il se pose dans tous les grands ensembles africains. Et pourtant, je suis un partisan absolu et acharné des grands ensembles africains. Mais c'est une vraie difficulté. Et je pense que l'un des gros problèmes se retrouve, à mon avis, en 1996, quand Kabila père n'a pas été au moment où il chassait Mobutu du pouvoir, de créer une armée. C'est-à-dire qu'il était tellement pressé de rentrer à Kinshasa, quitte à venir entre les mains des forces rwandaises et ne pas patienter un peu, temporiser un peu, créer au-delà de la milice qu'il a portée au pouvoir, une vraie armée congolaise capable donc de maîtriser et sécuriser la situation. Je pense que le nœud du problème, de mon point de vue d'abord là. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre notre dossier du jour, direction Saint-Louis au Sénégal. Restez avec nous. De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Jemal Taleb, Lucien Pambou et également parmi nous notre invité Abderrahmane Djindiawara. Je rappelle que vous êtes expert en politique de la ville. Tout de suite, notre dossier du jour. La ville de Saint-Louis au Sénégal est un haut lieu touristique. Dans le plan de développement de la région, les municipalités ont souvent misé sur ce secteur au détriment d'autres. Aujourd'hui, les autorités souhaitent rattraper le retard en investissant dans d'autres secteurs d'activité tels que le sport. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. En quittant Dakar, il faut 270 km en voiture pour allier Saint-Louis. Située au nord, Saint-Louis est une des régions du Sénégal. Elle couvre une superficie de 44 127 km², soit 22,4% du territoire national. Saint-Louis, une ville chargée d'histoire. Elle fut la première capitale du Sénégal, mais aussi de l'Afrique occidentale française en 1895. Au fil du temps, la cité a vu se développer en son sein plusieurs activités socio-économiques, mais aussi sportives. Le développement par le sport, la ville tricentenaire en a fait un de ses objectifs, mais aujourd'hui elle souffre du manque d'infrastructures sportives. Longtemps délaissé dans les programmes de développement municipaux, le sport à Saint-Louis est, depuis l'avènement de l'équipe dirigée par le maire Cheikh Bamba Dièye en 2009, élevé au rang de priorité. Les grands clubs de Saint-Louis ont été les premiers clubs africains et dans tous les domaines de sport. Lorsque je suis arrivé en 2009, que j'ai constaté l'état de déliquescence de la pratique sportive dans la ville, je me suis assigné pour mission de tout faire pour redonner le blason de Saint-Louis, capitale sportive africaine. C'est dans cette perspective que des projets initiés par le maire ont vu le jour, tels que les 10 km de la ville de Saint-Louis, le tour de l'île à la nage ou la Coupe du maire en cyclisme. Le pari au départ était donc de placer Saint-Louis au sommet de la pyramide sportive du Sénégal, et cela dans tous les domaines. Mais le manque d'infrastructures sportives constitue un autre défi. Avant, on gagnait tous nos matchs ici. Mais maintenant, le terrain fait défaut. Vous avez vu, les pneus ne sont pas réglementaires, le champ de jeu n'est pas réglementaire. Je l'ai décrié lors de notre match passé à Dakar. Les autorités doivent nous venir en aide pour construire un autre basket plus moderne, un autre terrain plus moderne, qu'on puisse jouer correctement au basket. La vétusté des infrastructures à Saint-Louis est le principal défi majeur à relever pour placer le sport saint-louisien sur le devant de la scène. À son arrivée, le conseil municipal a très vite compris la nécessité de redorer le blason de la vieille cité en offrant des moyens de locomotion à différents clubs. Ce n'est pas un problème régional ou communal, c'est un problème national. Le maire peut faire des terrains communaux, oui, ça c'est possible. Mais des terrains qui répondent aux normes FIFA,
il n'y a que l'État qui peut le supporter. Ce n'est pas un autre. Ça coûte excessivement cher. Les communes, ce qu'elles peuvent faire, c'est de subventionner les clubs à une certaine hauteur. Mais les maires, les communes ne peuvent pas prendre en charge tout ce qui doit accompagner le football. Ce n'est pas possible. Le maire, pour sa part, compte s'appuyer sur l'État du Sénégal pour atteindre ses objectifs, car le sport de haut niveau nécessite beaucoup de moyens en plus du potentiel existant déjà. Si on se contentait simplement de la volonté et des moyens de la commune de Saint-Louis, cela ne suffirait pas. Et c'est pourquoi nous avons tendu la main et nous avons saisi aussi l'opportunité et l'offre que l'État du Sénégal nous a faite. Et nous travaillons en parfaite synergie. L'État du Sénégal a financé pour 24 millions d'euros un programme global de réhabilitation de l'île classée patrimoine. Et ce même État-là nous accompagne encore aujourd'hui dans la promotion et le développement du sport, compte tenu déjà de ce que nous faisons. Nous avons réveillé le cyclisme, réveillé la natation, réveillé la pratique du football, réveillé avec le feu Mbaye Boye Fall, le tournoi international de judo. Et Saint-Louis aujourd'hui est en train véritablement de marquer sa place dans le développement de la pratique sportive, tout comme nous sommes en train de faire ce même travail et de manière, avec beaucoup de succès d'ailleurs, du point de vue culturel, pour ancrer Saint-Louis comme étant un lieu de développement et de promotion de la culture sénégalaise. La ville compte de nombreux champions et de légendes du sport. Saint-Louis a vu naître les Badlen Siki et autres El Hadji Diouf, le double ballon d'or africain. La Linguère, club de football saint-louisien, évolue en Ligue 1, ainsi que le Saint-Louis Basket Club qui a réussi à se positionner au niveau national, pour ne citer que ces exemples. Mais le manque d'infrastructures modernes est un frein aujourd'hui au développement de ces clubs. Je ne parlerai même pas de ma ville, mais je dis de mon pays. C'est inacceptable. Une ville érigée en commune de plein exercice depuis 1659, Saint-Louis, ne puisse pas disposer d'un stade de compétition internationale. Il n'y en a pas dans ma ville. Et si vous prenez même mon pays, dans la capitale à Dakar, vous ne pouvez pas me sortir un terrain à l'heure où nous parlons qui répond aux normes de l'international boire. C'est un retard qui fait que si les infrastructures ne suivent pas l'évolution footballistique du monde, vous ne pouvez pas avoir de grands clubs pour rivaliser avec les autres. Un retard qu'on peut tout de même rattraper en valorisant tout le potentiel du pays. On peut même s'inspirer de l'exemple des pays voisins. Actuellement, la Mauritanie est en train de mettre sur pied, de construire un complexe sportif qui n'existe pas dans la sous-région, voire même dans l'Afrique. En Gambie, les gens se démerdent. Mais ce qui me déchire le cœur, c'est que chez moi, les autorités de mon pays ne comprennent pas encore qu'en investissant dans ce domaine, on installe le soubassement, socle du développement, non seulement pas du football, mais de l'ensemble des disciplines sportives. Le débat est ainsi posé pour ce qui est du manque d'infrastructures sportives au niveau local et national, et la prise de conscience des autorités municipales de Saint-Louis pour faire du sport un vecteur de développement peut certainement attirer l'attention des autorités étatiques pour prendre en compte de manière globale cette question dans leur politique de développement. Alors Abderrahmane Djidiawara, après avoir vu ce reportage, est-ce que vous pouvez confirmer, le sport est-il facteur de développement dans une commune? Bien sûr, le sport est un facteur de développement dans une commune, mais un des facteurs de développement dans la commune. Dans les reportages, nous apercevons que nos villes ont des réels retards de la mise en place d'une politique de la ville. On vient de voir tout de suite que la ville de Saint-Louis priorisait le tourisme, le secteur du tourisme il y a des années. Et aujourd'hui, c'est le secteur du sport qui s'est plaint et aujourd'hui qui est devant l'actualité. Demain, peut-être les historiens vont se plaindre des monuments sur place là-bas. Donc si aujourd'hui, nous travaillons sur le développement d'une politique harmonieuse et sectorielle de la ville, je pense que c'est la ville de Saint-Louis qu'on parle aujourd'hui, mais presque toutes les villes africaines sont dans ces cas. Nous parlons plus de programmes de développement communal, mais nous ne parlons pas du programme de développement local, le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc en parlant du plan local d'urbanisme, en regardant tous les secteurs à l'échelle d'une ville sectorielle, nous pourrions concevoir une politique de la ville, peut-être décennale, triennale, pour avancer
ensemble. Mais si chaque année ou chaque 5 ans, il faut élaborer ou choisir des secteurs pour les développer, je pense que dans 10 ans, après avoir développé le tourisme, le sport... Donc vous parlez d'une vision donc à long terme, mais ça introduit un petit peu ma prochaine question. Comment se planifie une politique de développement à l'échelle d'une ville? Vous savez, une politique de développement à l'échelle d'une ville n'est rien que la somme des politiques étatiques à l'échelle de la ville. Vous savez que nous sommes... aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Dans le cadre de la décentralisation, il y a certains domaines qui ont été aujourd'hui remis à la gestion communale et l'État garde certains prérogatives. Et nous voyons qu'à l'échelle d'une ville, toutes les problématiques existent. Et pour mener le développement et dans le cadre de ces problématiques, nous ne pouvons que travailler dans le cadre d'une politique globale mais sectorielle et transversale. C'est-à-dire, à l'échelle d'une ville, il faut savoir élaborer une politique en matière de développement de l'emploi, une politique en matière de développement du tourisme, une politique en matière de développement du sport, et en même temps continuer à gérer en matière quotidienne la ville. Mais alors ça demande une aide extérieure certainement, en tout cas quand on voit des communes à l'échelle mondiale, il y a des, on va chercher les conseils en tout cas de l'étranger en général ou de certains groupes privés pour nous aider dans un plan de développement à long terme. Est-ce que c'est fait aujourd'hui au Sénégal? Non, 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 non. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire parce qu'il y a l'URIF, déjà, la région Île-de-France, qui intervient beaucoup. Et il y a d'autres. Aujourd'hui, vous savez qu'il faut savoir que dans le cadre des PPP, les villes peuvent développer des projets en partenariat public-privé. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la coopération sud-sud. Vous savez, il y a des années, c'était on parlait de jumelage entre villes. Nous ne sommes plus dans le cadre de jumelage. Nous sommes il y a eu la coopération décentralisée. Et aujourd'hui, nous parlons du co-développement. Et dans ce cas du co-développement et de la coopération décentralisée, il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place, notamment de sud entre les villes africaines. Qu'est-ce que c'est que ce co-développement? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Ce co-développement, aujourd'hui, en matière de co-développement, on a vu quand je parlais de jumelage, je prends le cas de Dakar ou le cas d'une ville au Mali qui est Kaï, où il y avait beaucoup de ressortissants qui sont immigrants. Et que ces ressortissants, dans le cadre de jumelage, partaient chercher des communes qui jumelaient avec leurs communes et qui apportaient quelques aides, mais c'était informel. Et dans le cadre de ces aides, il y a les professionnels qui ont décidé de professionnaliser le jumelage. En professionnalisant le jumelage, ça a été la mise en place de différents réseaux. Et il y a eu Cités Unies, il y a Villes Unies, et dans le développement de ces réseaux, on a dit qu'il faut plus accentuer l'intercommunalité et la professionnalisation de ce secteur de jumelage en coopération décentralisée. Donc la coopération décentralisée qui n'est plus le jumelage où un conseil municipal vote lors d'un conseil en remettant quelques sommes symboliques à une ville, mais un plan de développement vis-à-vis d'une ville dans le cadre de jumelage, mais plus en coopération décentralisée. Et le co-développement introduit notre partenaire, ça introduit le partenaire immigrant qui est sur place ici, et avec l'État institutionnel et l'Union européenne aujourd'hui, il y a des projets qui se développent dans ce cadre-là pour favoriser le développement de ces villes au sud. Et d'ailleurs, en matière de lutte contre l'immigration, je pense qu'il y a l'Europe qui développe beaucoup le développement des villes dans le cadre du co-développement, pour permettre de créer beaucoup d'emplois. Et au Sénégal, aujourd'hui, Lucien, il y a le plan Sénégal émergent. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le sport y figure? On devrait normalement s'y attendre, c'est-à-dire que le sport, comme la culture, doit contribuer au développement économique d'un pays. On s'arrête trop souvent uniquement aux données macroéconomiques et on laisse un certain nombre d'aspects comme la politique sportive. Ce qui implique effectivement la prise en considération non pas simplement du sport en tant qu'effectivement activité ludique, activité physique, mais le sport en tant qu'activité économique, avec des économies d'échelle, avec une orientation programmée sur le long terme, ce qui implique
comme a dit notre invité, effectivement, que M. Diawara, c'est ça, M. Diawara, que cela implique la mise en place d'une stratégie organisationnelle visant à professionnaliser, bien entendu, les rapports entre sport, politique sportive et développement. Ce qui donc fait intervenir une série d'acteurs que M. Diawara, je ne vais pas y revenir, a mis en évidence. Encore faut-il que les acteurs concernés, c'est-à-dire sénégalais ou africains, si on élargit le problème, sachent de façon très précise ce qu'elles veulent, mettent en place des moyens pour d'une certaine manière, susciter l'envie d'accompagnement. Or, on a l'impression, quand on regarde le reportage, que finalement, le maire est tout à fait content d'installer un stade de basket, d'installer une piste d'athlétisme, ça s'arrête là. Alors, il n'y a pas de politique qui accompagne. Il n'y a pas de politique qui accompagne. Il est sur un marché politique, bon, on ne peut pas le lui reprocher, il est sur un marché politique pour sa réélection, ce qui est tout à fait normal. Mais si on veut, en effet, développer la ville, il y a intérêt, effectivement, à prendre en considération ces éléments. Et ça suppose, et ça pose un autre problème. Je crois qu'il faut tordre le cou. Aujourd'hui, on est passé d'une économie autocentrée à une économie inclusive, à l'économie de co-développement, et aujourd'hui, maintenant, ce sont les pays émergents. Bien. Comment on se trouve dans ces passages tout à fait rapides, dans les concepts, dans les transitions, où se trouvent les moyens de planification organisée? J'entends, je ne suis pas contre l'émergence dans la plupart des pays africains. On nous dit à droite, à gauche, pour un Sénégal émergent, très bien. Mais commençons d'abord par développer les choses les plus basiques. Et puis, la problématique de la décentralisation, elle s'accompagne des moyens financiers. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique de décentralisation si vous ne l'accompagnez pas de moyens financiers. Mais on voit que, par exemple, la Mauritanie a mis les moyens, en tout cas, parce qu'on a entendu... on a entendu un des intervenants parler de ce grand projet qui allait être mis en place en Mauritanie. Oui, tout à fait. Mais c'est une question de volonté politique. Ce que tu dis, est juste un petit bémol par rapport à ce qu'il dit. Le maire de Saint-Louis, tout intelligent et tout volontariste qu'il est, il n'a pas les moyens de ses ambitions, ou en tout cas de sa volonté, de ses envies. Pour une raison simple, c'est que la dotation générale de fonctionnement que l'État central sénégalais accorde à Saint-Louis est très faible et il n'est pas capable de faire des miracles avec peu de moyens. Donc ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de lui. Moi, je ne suis pas très objectif à parler de Saint-Louis, c'est une ville que j'adore. Et quand je la vois, mais complètement décrépitude, ça me fait mal au cœur. Quand vous connaissez le capital architectural de cette ville magnifique, vous le voyez complètement perdu, abandonné, vous avez mal au cœur. Mais vous avez mal au cœur dans un pays en général qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais avec le peu de moyens qu'il y a, moi je suis plutôt admiratif du président Ouad. Et je considère que le travail qui a été fait à Dakar... Le président Ouad. Non, c'est le président Ouad. Et je considère, j'aime aussi Macky Sall, mais voilà. Je considère que le travail remarquable qui a été fait sur Dakar aurait dû profiter un peu au reste. Et notamment à Saint-Louis, qui est quand même l'un des patrimoines mondiaux de l'humanité pour l'UNESCO, qui est une ville, la Venise africaine, c'est comme ça qu'on l'appelle, est une ville absolument splendide. Et quand vous venez de nuit, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de lumière, qu'il n'y ait pas plus de beauté dans cette ville magnifique. Donc, le travail qui a été fait en Mauritanie est un travail qui répond et qui correspond à une volonté politique forte. Et donc, cette volonté politique forte au Sénégal, qui s'est exprimée réellement à Dakar, manque à s'exprimer encore à Saint-Louis. Alors, elle s'est exprimée à Ziguinchor. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais c'est une ville touristique magnifique. Là où d'ailleurs, c'est pas très juste vis-à-vis de Saint-Louis, parce que c'est un patrimoine touristique admirable. Le parc de Barbarie est absolument très beau, il attire de nombreux touristes et on est capable de développer au-delà du sport, parce que vous développez le sport, il faut développer les infrastructures sportives. Oui. Pour le développer, il faut développer la ville en général, il faut les moyens. Et donc je pense que le tourisme est l'un des leviers capables de développer ça. Je pense qu'il a manqué au Sénégal ces derniers temps, je n'ai pas de leçon à donner aux Sénégalais qui généralement se développent très bien, mais il a manqué de mon point de vue le développement touristique dans cette région nord du Sénégal, alors que tout a été concentré, notamment sur Cap Skirring, Casamance, et ainsi de suite. Alors, quel rôle peut jouer la société civile, justement, quel rôle peut jouer la diaspora dans le développement d'une commune, notamment pour drainer des fonds, par exemple? Moi, je dirais plus, quel rôle peut jouer un habitant dans le développement de sa commune? Moi, j'aime demander aux gens, définis-moi ta ville. Parce que la ville est à l'image de ceux-là qui l'habitent. Aujourd'hui, on parle de décentralisation, mais il faut savoir qu'on ne peut jamais construire une maison par le toit. On commence toujours par le soubassement.
Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut développer aucune ville à l'absence des habitants. Quel est le rôle que la société civile peut jouer? Quel est le rôle que la diaspora peut jouer? Aujourd'hui, il faut déjà planifier, comme le disait, manque de moyens. On nous ressort chaque fois le manque de moyens, mais tant que nous ne savons pas ce qu'on veut faire, nous n'aurons jamais les moyens. Il faut aujourd'hui aller à la planification à l'échelle des villes. Nous créons des communes urbaines. Qu'est-ce que le tourisme? C'était un atout pour la ville de Saint-Louis, mais aujourd'hui le tourisme devient un problème pour la ville de Saint-Louis. C'était pas normal, parce qu'il y a des années, le tourisme atout de la ville de Saint-Louis, si on avait développé, réfléchi à côté, on n'allait pas arriver à là aujourd'hui. Mais c'est une question de maintenance aujourd'hui, parce que quand on voit l'état de décrépitude justement des établissements... Pas de maintenance, des perspectives. Mais aussi de maintenance. Oui. De maintenance. L'absence de maintenance n'est que la conséquence de ce qui arrive. Mais si on avait une perspective, si on avait un plan global de développement de la ville de Saint-Louis, ce plan global allait faire de telle sorte que les autres secteurs allaient se développer. Oui, mais ce que dit M. Dianra est très juste. Excusez-moi de prendre la parole comme ça à la volée. Les villes africaines, demain, vont devenir modernes. Mais, alors, je dis les choses autrement, pour que ce soit plus précis. Demain, une grande partie de la population africaine va vivre dans les villes. Et donc, si on n'accompagne pas cette venue, cette migration dans les villes, si on n'accompagne pas cette occupation de la ville par les populations, j'ai bien peur que les villes africaines aillent devant des difficultés absolument importantes. Je m'arrête là, mais je voulais relever quelque chose qu'a dit Djemal. Oui, il avait donc l'idée, en fait, mais sans le dire, mais je le dis pour lui. Le président Macky Sall, oui, il avait tendance à opposer Macky Sall, mais sans le dire. Oui. Ben oui, mais justement, je le mets sur la table. Le président Macky Sall est dans une autre perspective par rapport à Abdoulaye Wade. Monsieur Abdoulaye Wade, bon, il a construit ce fameux bâtiment, ce fameux monument de la Renaissance. Il a englouti énormément d'argent. À la limite, c'est très bien pour le rayonnement du Sénégal quand on arrive d'en haut. Mais concrètement, pour les Sénégalais, il a ouvert les voies à Dakar, très bien. Et Macky Sall est dans une autre perspective d'une économie, alors on va lui donner le mot émergente, où on essaie de diversifier l'économie. J'ai décidé de ne pas répondre à mon ami Lucien, parce que c'est le débat sénégalo-sénégalais n'est pas notre sujet ici. Mais moi, je vais revenir. J'ai du mal rapidement. Vous voyez la réalité. Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, nous venons déjà à l'État. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que nous sachions parler, le problème développer. Se trouve au niveau de l'État, au niveau de la planification de l'État. C'est pas l'État. Aujourd'hui, effectivement, le problème se trouve à quel niveau? Nous sommes allés à la décentralisation. Nous avons installé des communes, nous avons des mairies avec des conseils municipaux. Aujourd'hui, il faut que ces mairies, les différentes équipes qui sont à l'échelle de ces villes, sachent travailler à la planification d'une politique de développement de leur ville. L'État accompagne, hein? Il faut savoir quelque chose, l'État accompagne. Et en matière de décentralisation, on aime nous dire qu'il n'y a pas les moyens. Effectivement, l'État ne va pas donner tous les moyens, mais il faut que les équipes à l'échelle des communes aillent chercher des moyens. J'ai parlé de PPP, partenariat public-privé, j'ai parlé de co-développement, coopération décentralisée. Il y a d'autres moyens, et dans certains pays, aujourd'hui, il y a certaines communes qui peuvent s'endetter. Je vous donne le mot de la fin rapidement. Oui, très vite. Je pense honnêtement que toute bénéfique qu'elle soit, une coopération avec les autres ne développera pas les villes comme Saint-Louis. Et donc le Conseil général de l'Île-de-France, tout gentil qu'il est, ne développera pas Saint-Louis. En revanche, ce que vous dites là, c'est le partenariat public-privé, est tout à fait entendable, en tout cas de mon point de vue. Vous avez parlé de la Mauritanie, je donne un exemple. Quand les Mauritaniens ont décidé de faire un aéroport, ils se sont dit promotion immobilière contre équipement. Et donc, ils sont proposés à des promoteurs immobiliers l'idée de troquer le bien mobilier de l'ancien aéroport et de construire un nouvel aéroport dont Nouakchott a besoin. Alors j'ai entendu toujours des Mauritaniens par-ci et par-là éraillés, mais les places publiques en Mauritanie étaient jetées n'importe comment. Là, elles servent à construire un équipement d'infrastructure dont Nouakchott a besoin. Je pense que les Sénégalais devraient s'inspirer de cet exemple. On va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. En Guinée, les accords du 3 juillet 2013 entre le gouvernement et l'opposition prévoyaient l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de 2014. Toutefois, le calendrier ne pourra pas être respecté en cause des défaillances enregistrées dans le fichier électoral.
Les Nations Unies ont exhorté à la fois la communauté internationale et le gouvernement congolais à trouver des solutions pour la mise en place et le financement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion le plus rapidement possible. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom à suivre nos dossiers de l'économie. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Lucien Pambou, Djemal Taleb et puis également notre invité Abderrahmane Djedjaoura. Je rappelle que vous êtes expert en politique de la ville. Ouverture ce lundi de la deuxième édition de l'Africa CIO Forum organisé par le groupe de presse Jeune Afrique et la Banque africaine de développement à Genève en Suisse. Plus de 600 chefs d'entreprise ont participé à l'événement qui était centré cette année autour de la problématique de la compétitivité des économies africaines. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Singoué. La compétitivité des pays africains au cœur de la deuxième édition de l'Africa CIO Forum. Malgré une croissance de plus en plus évolutive, l'économie des pays africains peine à rivaliser avec celle des pays dits développés. Pour la Banque africaine de développement, co-organisatrice du forum, le manque de compétitivité dans plusieurs secteurs d'activité en Afrique fait perdre au continent près de 2% de son produit intérieur brut. La compétitivité, c'est quoi? C'est avant tout produit pour le marché, et le marché commence à côté de vous, chez vos voisins. Donc souvent la compétitivité n'est pas quelque chose assez théorique. Alors ça veut dire l'énergie. Aujourd'hui, le manque d'énergie nous coûte 2% du PIB. Si ce n'était pas la manque d'énergie, l'Afrique serait à 7% en moyenne. Nous sommes à 5,4. Il y a l'énergie, la formation des hommes et des femmes, mais aussi des barrières administratives. Il y a des pays où l'infrastructure est là, mais encore des barrières qui ne sont pas nécessaires, non physiques, administratives, mais qui gênent les affaires. Au total, plus de 600 chefs d'entreprise venus de 38 pays prennent part au forum. À travers plusieurs conférences, débats, les participants font l'état des lieux de l'économie africaine. Le manque de volonté politique des dirigeants, l'absence d'investissement équitable sur le continent. Ici, les obstacles à une Afrique compétitive sont pointés du doigt. Sur les infrastructures, la gouvernance, intégration régionale et les États dits fragiles. Pourquoi? Parce que les infrastructures, aujourd'hui en Afrique, c'est vraiment capital. Ce n'est pas parce qu'on doit construire des routes, des chemins de fer. Ça nous coûte en termes de PIB, en termes de croissance, partout, dans chaque pays. La coopération régionale, il s'impose. Nous sommes 54 États. Mais nous n'avons pas nécessairement à avoir 54 économies. Nous pouvons nous mettre ensemble. Ça se fait et c'est lent. Malgré la faible compétitivité que connaît l'Afrique, plusieurs pays enregistrent de bonnes performances. C'est le cas de l'île Maurice, dont le PIB réel a progressé de 3,3% en 2012. On voit que l'île Maurice est une économie compétitive, l'île Maurice qui fait partie de la SADC. Pourquoi est-ce que les économies de la SADC sont-elles plus compétitives qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale? Parce qu'elles ont une conception de la compétitivité, non pas globale, mais séquentielle. Il y a deux types de compétitivité, la compétitivité prix et la compétitivité structurelle, qu'on appelle la compétitivité que les économistes appellent hors prix. Dans la compétitivité prix, en effet, l'île Maurice agit un peu comme un pays en situation de zone franche, qui arrive effectivement à attirer du capital et à faire en sorte que la location de ce capital, d'une certaine manière, se réalise, même si, globalement, sur la compétitivité structurelle en prix, elle a quelques désavantages. Le problème de l'Afrique, globalement, quel est-il? C'est que M. Donald Kaberuka l'a dit, c'est un mélange de tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'elle n'est pas compétitive structurellement et au niveau des prix. Alors il faut bien se comprendre. Quand il s'agit des prix, le capital étranger trouve toujours un terrain favorable en Afrique. Pourquoi? Là aussi, il faut tordre le cou à des choses assez intéressantes. C'est pas parce que vous avez dans votre sous-sol des diamants
des cailloux comme on dit, du pétrole, que vous êtes riche. C'est la personne qui met, qui valorise dans un modèle économique ce diamant et ce pétrole qui vous impose en fait une répartition du capital et un contrat juridique. Là où les Africains se doivent de résister, c'est comment dans ce partage inéquitable en fait préserver les intérêts du pays. Sur la compétitivité structurelle, qu'est-ce qu'on remarque? Ça a été dit partout, il y a des conférences sur les infrastructures, mais des infrastructures, pour quoi faire? Encore faut-il que ces infrastructures s'accompagnent d'activités économiques. Mais pour que ces activités économiques soient effectivement recevables, il faut que les pays s'impliquent. Or, on nous dit, l'Afrique, toujours, est à un taux de croissance, effectivement, de 5, on aurait pu avoir un taux de croissance de 7%. C'est une croissance que d'aucuns qualifient d'inclusive, mais appauvrissante, dans la mesure où elle ne profite pas à la population. Je crois que c'est un débat. Que le capital étranger vienne investir, c'est une bonne chose, mais encore, et je crois qu'il manque un problème à la séquence, c'est comment cette croissance doit profiter à un maximum de gens. Djemal, est-ce qu'on n'a pas cette opposition entre un management qui serait plutôt anglo-saxon auprès des pays de la SADC par opposition à un management qui serait plutôt francophone, francophile? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit lié à la langue, et ça n'a de toute façon rien à voir. Dans une manière de travailler, voilà ce que vous voulez dire. Cela suppose que l'Angleterre, dont la langue fonctionne mieux que la France, ce qui n'est absolument pas vrai. Elle a un taux de déficit tout aussi important, un taux d'appauvrissement tout aussi important, donc ce n'est pas lié non plus. Le management à l'anglo-saxonne est différent du management. Mais peut-être, mais je ne pense pas que ce soit lié à ça. Non. Vous avez posé la question au départ, pourquoi ça fonctionne mieux dans les uns et pas les autres? La première raison, c'est qu'elle est géographique, c'est qu'elle est dans le sous-sol. Même si le sous-sol n'explique pas tout, vous êtes bien parti quand vous avez un sous-sol plutôt riche. Deuxièmement, et c'est de mon point de vue la chose la plus importante, c'est qu'on habite. Même en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, vous êtes assez riche. Il est beaucoup plus important dans l'Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, c'est évident. Et ne serait-ce que les richesses pétrolières. Oui. Non, c'est évident. Donc, deuxièmement, oui, mais les pays d'Afrique de l'Ouest, enlevé le Nigeria, les autres ne sont pas gâtés par la nature. Du tout. Pas du tout. Et donc, deuxième chose importante... Excusez-moi, ils ne savent pas l'exploiter, leur sous-sol. Et ils sont dépendants. Non, exploitez-le comme vous voulez, mais quand il n'y a rien, vous n'exploitez rien du tout. Non, je parlais de l'Afrique centrale. Très bien. Oui, mais voilà, d'une part. Deuxièmement, donc je reviens, et ça c'est une donnée de mon point de vue importante, c'est qu'après, on met en place des mécanismes, et des infrastructures et des conditions juridiques, entre autres, importantes pour le développement du climat. Donc, le cadre de sécurisation des investissements, ça c'est important. Un cadre juridique pour ne pas se faire spolier une fois que vous êtes là-bas. Et puis des moyens d'attirer des investissements qui sont capables à la fois de rapatrier donc leurs bénéfices et d'avoir un taux de change plutôt stable. Ça, c'est une réalité évidente que l'Afrique de l'Ouest a en tout cas moins fait. Mais n'exagérons rien, parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest où ça fonctionne très différemment. On peut prendre le Bénin, on en parlait tout à l'heure en antenne. C'est un pays qui fonctionne relativement bien, qui a un cadre des investissements relativement convenable. Et donc, c'est pas discutable. Mais vous ne pouvez pas comparer le Bénin à un pays donc qui regorge de pétrole et regorge de richesses assez importantes, ou un pays dont le positionnement géographique comme l'île Maurice est assez confortable, même si les Mauriciens y ajoutent encore une fois un cadre juridique d'investissement assez favorable. On va passer à la suite. Plus de 265 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché de l'UEMOA par le gouvernement ivoirien, soit bien plus que le montant visé initialement de 250 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement ivoirien, ce succès témoigne de l'optimisme des investisseurs vis-à-vis du marché de la Côte d'Ivoire. Karine Louban-Satio. Avec une croissance de 9,8% enregistrée en 2012 et de 8% en 2013, la Côte d'Ivoire pouvait déjà se targuer d'un taux de création de richesses particulièrement élevé. Mais depuis lundi 17 mars, le ministère de l'économie a annoncé qu'en l'espace d'une semaine, la Côte d'Ivoire a levé 265 milliards de francs CFA dans le cadre d'émissions d'obligations du Trésor. Une somme récoltée sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, est bien supérieure aux 250 milliards escomptés. En tout état de cause, cette performance record de plus de 250 milliards de francs CFA vient attester une fois de plus la bonne santé de l'économie ivoirienne d'une part et confirmer la crédibilité et la confiance dont la Côte d'Ivoire et surtout à ses dirigeants actuels bénéficient auprès des investisseurs et particulièrement des organismes financiers de la sous-région d'autre part. Chacune de ces obligations s'élève à 10 000 francs CFA. Une fois achetée par un investisseur de la zone UEMOA, elle représente un emprunt de l'État ivoirien destiné à financer les dépenses publiques.
Le fait que les pays de l'UEMOA aient recours à plus de bons du Trésor que prévu montre que la signature ivoirienne est bonne. Cela signifie que la Côte d'Ivoire offre des garanties de remboursement à ses investisseurs. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu plus que demandé. En une semaine, c'est un record, parce que généralement, ça se passe sur un mois. Et il me semble que c'est la première fois que l'État de Côte d'Ivoire demande une telle somme en une fois. Ça montre bien que le marché est profond et que le marché fait encore confiance à la Côte d'Ivoire et davantage confiance à la Côte d'Ivoire. Et ça montre aussi que la Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que c'est un marché qui a la capacité. La Côte d'Ivoire entend poursuivre ses performances pour l'année 2014. Le communiqué a annoncé que le ministère visait les 810 milliards de francs CFA levés, une performance qui permettrait à la Côte d'Ivoire de conserver son leadership dans la sous-région. Alors le succès de cette émission obligataire prouve-t-il réellement l'optimisme des investisseurs étrangers ? Khadija, le reportage dit la bonne santé, la spécialiste en économie dit la bonne santé, personne ne le sait encore, il faut attendre. La confiance, oui, et ça montre deux choses, qu'il y a un marché de fonds prêtable, en fait, qui est en place, il y a de la liquidité en Afrique. Ceux qui disent, en fait, il y a de la liquidité. Le véritable problème, c'est qu'il faut organiser cette liquidité sur un marché de fonds prêtable, il faut qu'il y ait une allocation optimale qui se fasse, et la Côte d'Ivoire, ici, en fait, arrive à lever facilement ses fonds dans la mesure où le président Alassane Ouattara a donné des perspectives relativement claires. D'ailleurs, il faut voir quand même que le personnage, enfin le président de la République, ne se présente pas pour un troisième mandat ou deuxième, je crois, à la CEDEAO, pour se consacrer absolument au développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que ce qui manque sur l'Afrique, c'est l'organisation des marchés. Et la signature de la Côte d'Ivoire, là, elle est bonne, les bons de trésor partent comme des petits pains. Il faut aussi voir que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des banques d'affaires, vous avez des cabinets d'avocats qui vont, Natixis effectivement aide la Côte d'Ivoire à lever un certain nombre de fonds sur les marchés internationaux. Donc il y a autour de la Côte d'Ivoire, si vous voulez, une joie, une envie de création, une dynamique, un optimisme. Alors Voilà. de plus en plus de pays de la sous-région optent pour ce financement sur les marchés, notamment les marchés de la sous-région. Pourquoi? Qu'est-ce que ça offre? Et parce qu'il a la facilité tout simplement de ne pas aller chercher de l'argent au-delà qui vous lie les mains de façon plus durable et plus compliquée, et qui ne vous mette pas à la merci d'un marché que vous ne maîtrisez pas. Parce que le cas de la Côte d'Ivoire est assez intéressant, parce que voilà un pays en Afrique de l'Ouest, assez important, pas un modèle anglo-saxon, qui fonctionne bien, qui met en place un marché obligataire qui marche relativement bien. Et n'oublions pas que la Côte d'Ivoire avait déjà ce marché bien avant la guerre et qu'il était entamé pendant 10 dernières années, ne l'a pas empêché, moins de 2 ans après, pour revenir donc dans un système de marché financier relativement performant. Juste un dernier point, ce qu'on oublie toujours, c'est que les pays du Maghreb ne sont pas anglo-saxons, ils fonctionnent plutôt pas mal. Effectivement, ils ne sont pas, ce n'est pas un modèle anglo-saxon. Pour en conclure, ça revient au mécanisme, au fameux mécanisme, parce que le président ivoirien, Alassane Ouattara, il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ce marché qui était développé, c'est lui qui l'a commencé. Et les 10 années de parenthèse avec la guerre, quand il est revenu, aujourd'hui nous voyons que les mécanismes existent. Et il les a reboostés. Et il a une expertise en tant que directeur adjoint du Fonds monétaire international. Tout est entre les mains d'un seul homme, c'est ce que vous Oui, voulez dire. au-delà de ça, c'est ce que je veux dire. Au-delà de ça, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est la fierté de l'Afrique de l'Ouest depuis toujours, et elle ne fait là que récupérer sa place, j'ai envie de dire, naturelle. Alors là, ça va dépendre d'un problème. Quel type de dépenses on va financer? Dépenses de fonctionnement ou dépenses d'investissement? C'est un débat que les économistes Le grand expert du FMI ne peut absolument pas financer des fonctionnements avec de l'emprunt. On ne sait jamais, vous savez. Et on va rester en Afrique de l'Ouest, messieurs. Notre chiffre du jour est nigérian, 47%. C'est le taux d'augmentation du nombre de millionnaires au cours des 4 prochaines années au Nigeria. D'ici à 2017, 23 000 Nigérians disposeront d'une capacité d'investissement supérieure à 1 million de dollars. Alors ça reste 23 000 Nigérians sur plusieurs centaines de millions de Nigérians. Mais oui, bien sûr, Khadija, M. Dangote n'est plus seul. Bon, on va dire les choses comme ça. Mais c'est bien, ça montre le dynamisme, ça montre qu'il y a effectivement une allocation du capital privé. C'est bien de croire dans ce capital privé. Ici, par contre, le management est à l'anglo-saxonne. C'est à l'anglo-saxonne. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Oui, ça reste l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, il a à la fois les difficultés
que n'importe quel pays peut rencontrer, anglo-saxon ou pas, et il a des avantages d'un pays de sa taille, malheureusement pas toujours très organisé, capable de faire. Il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà donc du chiffre-là que nous avons qui est assez important, le Nigeria est un pays qui crée de la richesse, y compris avec la culture et du sport. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Moi, je pense personnellement qu'il y a un vrai tournant de la croissance africaine, que le Nigeria n'a pas encore fini de faire parler de lui, et qu'on entendra parler au-delà des chiffres que nous avons aujourd'hui dans les 10 prochaines années. Alors, entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils sont ex aequo. C'est pas la même taille. Oui, c'est pas la même taille, mais il y a un management quand même. Bon, je veux dire qu'on a une culture francophone, il faut le dire, n'ayons pas honte, qui est une culture administrative, qui ne favorise pas, effectivement, l'intelligence et la prise, la montée en expérience. Vous voyez bien qu'il a qu'un petit peu de retard, hein, si vous avez vu l'Algérie et la Tunisie en ce moment. Mais regardez l'Algérie qui est le seul pays qui est capable. La réalité, c'est que nous vantons tous le modèle anglo-saxon. Bien sûr. Par rapport à la langue, c'est par rapport à la lourdeur même. La lourdeur administrative, la méritocratie d'un management anglo-saxon. Attendons de voir. Grâce à son sous-sol. C'est toujours grâce à quelque chose. Mais ceci dit, par rapport au Nigeria, moi je pense que ça pourra nous amener à se poser encore la question sur l'investissement sud-sud et encore ce partenariat sud-sud qu'il faut développer davantage parce que... Faut-il connaître les capitaux pour ça? Il faut un marché obligatoire beaucoup plus large. Mais l'Algérie développe seule son pétrole. On va mettre fin à ce débat, messieurs. À suivre dans l'Africa Newsroom, un dossier du jour focus sur la ville de Bamako, au Mali. Merci, messieurs, pour vos analyses passionnées, qu'on a entendues au cours de cette édition. Donc, Jemal Taleb et Lucien Pambou. Ce fut un plaisir immense. Bonne soirée et bonne soirée à tous. On va également remercier notre invité, Abderrahmane Diawara. Je rappelle que vous êtes expert en politique de la ville. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Fin de cette édition de l'Africa Newsroom. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouveaux débats.